Bonjour. J'espère que tout va bien, qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Hello. Bonjour à tous. Ah, parfait, on me voit, on m'entend. C'est nickel. Salut Fred. Bon, on va démarrer tout doucement aujourd'hui. Alors, pour ceux qui étaient peut-être pas là la dernière fois et qui n'ont pas vu le replay de l'épisode précédent, vous avez pas loupé énormément de choses. On a surtout discuté et installé des logiciels qui nous seront bien utiles pour la suite. Donc ceux qui étaient là ont pu voir que c'était pas toujours si évident que ça. Mais c'est un peu le but justement de ces lives, c'est de vous montrer que a des problèmes de temps en temps, mais qu'on peut trouver assez facilement des solutions. Et puis du coup, vous montrer aussi la démarche qui peut nous amener à trouver solution à nos problèmes. En attendant qu'il y ait peut-être un peu plus de monde qui se connecte, je vais faire quelques annonces. La première annonce déjà, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live mercredi, mais lundi à la même heure. Petit changement de programme parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, on a le SEO Campus Versailles qui a lieu jeudi et vendredi. Et du coup, moi, mercredi, je serai à Paris également. Donc, je ne serai pas dispo pour le live. Et puis, on aura également quelques changements la semaine, pas la semaine suivante, mais celle d'après, puisque je serai le mercredi probablement sur mon vélo ou bien dans un pub à Brighton en train de boire des bières en attendant le début du Brighton SEO. Voilà. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous sont à Paris, enfin à Versailles plutôt, ou bien à Brighton, n'hésitez pas à venir me dire bonjour et qu'on discute un peu, c'est toujours avec plaisir. Et puis si certains veulent se joindre également au Extra Mile for SEO, n'hésitez pas également à vous joindre à nous. Alors qu'est-ce que c'est le Extra Mile for SEO? C'est une idée un petit peu folle de se dire que on va se déplacer en vélo pour aller à Brighton. Donc on a fait ça au mois d'avril déjà avec deux aventuriers en plus de moi qui étaient Rebecca Burbel et David Loss. C'était un petit peu épique. Cette fois-ci, ce sera normalement un peu moins épique parce que le parcours sera plus court et la météo devrait, je pense, être plus clémente. Je pense que c'est difficile de faire pire. En tout cas, voilà, si jamais ça vous tente de venir faire du vélo avec des confrères et des consoeurs SEO, n'hésitez pas à vous joindre à nous, que ce soit pour cette fois-ci ou bien pour une prochaine édition. Vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà pour les petites annonces. Si je retrouve ma souris, on va pouvoir commencer à parler des choses un peu plus sérieuses. Voilà, donc pour récapituler un petit peu la semaine dernière, on a installé un éditeur, on a installé des utilitaires pour avoir tout ce qu'il nous fallait pour bien travailler confortablement avec Python. Et puis on a fini par un très simple petit bout de code en Python, puisqu'on a simplement fait un Hello World. Voilà, on s'était arrêté là. Pour rien vous cacher, depuis la semaine dernière, moi j'ai fait quelques petits trucs histoire d'améliorer encore un petit peu notre confort. Alors je vais vous en parler rapidement, évidemment. Première chose que j'ai fait, c'est installer OhmyZSH. Alors OhmyZSH, qu'est-ce que c'est? C'est un autre utilitaire encore
qui permet de personnaliser un petit peu l'apparence du terminal, histoire que ce soit un peu plus sympa, etc. Il y a plein de thèmes, plein de plugins à disposition pour personnaliser tout ça un peu comme on veut. Je vais pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne et de comment l'installer parce que je pense que leur documentation est déjà bien foutue. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et bien voilà, alors je sais pas si vous remarquez la différence par rapport à la semaine dernière, mais là on a un petit peu de couleur. On va également avoir des couleurs là-dedans. Alors je remarque du coup qu'il y a des couleurs qui sont complètement illisibles, mais je corrigerai ça une prochaine fois. Et puis on a des petites icônes là pour nous dire à quoi correspondent les différentes choses. Et puis, vous aurez peut-être remarqué également que quand je commence à taper une commande, j'ai une suggestion de ce que je pourrais taper basé sur mon historique en fait qui m'est proposé. Et ça, c'est vachement pratique parce que ça permet très rapidement de réutiliser des lignes de commande qu'on a déjà utilisées. Bref. Hop, donc je vous laisserai, si ça vous intéresse, installer Oh My ZSH si vous êtes sur ZSH, et puis sinon je vous laisserai chercher d'autres trucs équivalents. C'est pas indispensable, c'est bien pratique je trouve, mais ça reste un petit bonus. Et autre petit bonus que je me suis permis de faire pendant la semaine, c'est également, alors je vous mettrai les liens de tout ça dans la description, notamment du replay sur YouTube. Mais j'ai également installé un petit truc supplémentaire qui me permet de ouvrir directement un fichier dans Visual Studio Code depuis la ligne de commande. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement exécuter ce qui est écrit ici. C'est très très simple, hein, et en 2 clics c'est fini. Et pour vous montrer à quel point c'est pratique, c'est que par exemple si je fais, voilà, si je veux éditer mon fichier ZSHRC qui du coup personnalise l'apparence de mon terminal, et bien ça se fait tout seul et ça l'ouvre directement dans Visual Studio Code. Donc ça c'est bien pratique quand on est en train d'éditer ou d'exécuter des choses dans le terminal, que d'avoir du coup ce raccourci là qui permet très très vite de passer du terminal à l'éditeur avec de nouveaux fichiers. Voilà pour les choses que j'ai faites cette semaine. Donc je suis pas allé très loin évidemment, et puis du coup pour aujourd'hui ce que je voulais faire c'était d'abord aller un petit peu plus loin par rapport à notre Hello World, parce que on va voir que très très vite on va pouvoir faire des choses un peu plus sympas. Et puis après on parlera de CSV et voir comment on peut interagir avec des CSV en Python. Alors Maxime me dit que ça s'arrose. Effectivement Maxime, écoute, là je suis occupé jusqu'à 18h, mais si tu sais pas quoi faire après, appelle-moi. Et puis on me demande également si je peux faire un récap des outils installés la semaine dernière. Bien sûr, alors on a installé Visual Studio Code qui est du coup l'éditeur qu'on a ici. J'ai précisé la semaine dernière que moi j'utilisais ça actuellement parce que c'est bien pratique et ça fonctionne très bien avec un des futurs sujets d'un live qui sera GitHub Copilot, qui est un assistant virtuel pour coder plus vite, mais on en reparlera en temps et en heure. Et on a également installé principalement 2 gros utilitaires pour Mac, puisque pour rappel, l'ordinateur sur lequel je travaille ici, c'est un MacBook Pro de 2015. Du coup, on a installé 2 utilitaires qui sont Homebrew, qui est un gestionnaire de paquets. Pour ceux qui ont l'habitude des systèmes Unix, c'est un peu un équivalent de apt par exemple, et d'autres utilitaires de ce genre-là, qui permet du coup d'installer très facilement des logiciels sur un système basé sur Unix, puisque Mac est basé sur Unix. Salut Yannick. Et puis autre utilitaire qu'on a installé également, c'est PyEnv, donc ou PyEnv selon votre accent. Donc ça s'écrit comme ça, voilà, PyEnv. Et PyEnv en fait est un utilitaire qui est bien pratique quand on fait du Python, parce que ça va nous permettre d'avoir des environnements virtuels
et du coup d'avoir des espaces bien distincts pour nos différents projets, avec des versions de Python différentes si on le souhaite, des versions des librairies qu'on va utiliser qui seront différentes également. Tout ça sans polluer les projets les uns par rapport aux autres, ou bien même la version de Python qui est utilisée par le système, puisqu'on a pas mal d'utilitaires système dont on n'a pas forcément connaissance d'ailleurs, mais qui sont basés sur Python. On verra que c'est bien pratique et que ça évite notamment des problèmes d'incompatibilité entre différentes versions de librairie parfois, ce qui pose assez souvent problème quand on commence à avoir une base de code un petit peu vieillissante. Bref, du coup, pour vous montrer où on en était la semaine dernière, donc on avait fait tout simplement un fichier que j'avais appelé test.py, qui nous faisait tout simplement un Hello World. Donc si je l'exécute, voilà, il affiche simplement Hello World et c'est tout. C'est pas très incroyable, mais on va voir qu'en quelques lignes, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Et pour ça, je vais commencer à utiliser justement des librairies. Oui, waouh, Fred, tu l'as dit, c'est incroyable. Je vais commencer par utiliser une librairie qu'on va souvent utiliser qui s'appelle argparse. Ah, tiens, on me la propose directement, c'est parfait. Voilà, alors argparse, qu'est-ce que c'est ? C'est une librairie qui nous permet de spécifier des arguments lorsqu'on lance un fichier Python. Donc des options finalement pour spécifier un petit peu ce qu'on veut. Ça peut être par exemple dans notre cas de Hello World, on va pouvoir ajouter une variable dans ce qui nous est proposé. Alors comment ça marche argparse ? Eh bien tout simplement hop, une petite seconde. Tout simplement en fait on va devoir du coup créer un parseur de lignes de commande et puis lui spécifier des options. Alors, comme souvent en fait dans ce genre de cas-là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Ce qui est très pratique, c'est d'aller voir la documentation de la librairie. Et donc argparse, alors c'est une librairie qui n'en est qu'une moitié, on va dire, puisque c'est inclus par défaut dans toutes les distributions de Python. Donc vous pouvez l'importer directement, il n'y a pas de souci, il n'y a rien à installer, etc. C'est vraiment présent par défaut. Et du coup, dans la documentation, donc là je suis sur le site officiel de Python, hein, la preuve que c'est bien intégré directement à Python. Et du coup, dans la documentation, je vais trouver notamment des exemples d'utilisation un peu simplistes. Et puis si je descends, je vais voir que en fait, il y a énormément de possibilités. On va pas forcément rentrer énormément dans les détails aujourd'hui, mais je vais pouvoir notamment un petit peu personnaliser l'apparence des aides dans la ligne de commande. On verra ça tout à l'heure. Et puis, je vais après pouvoir avoir des arguments un petit peu évolués, du type des arguments groupés ou ce genre de choses-là. Je pense qu'on verra des exemples petit à petit au fur et à mesure des semaines. Là, pour l'instant, je veux simplement faire en sorte qu'au lieu de dire Hello World, je puisse m'adresser peut-être à une personne en particulier. Donc pour ça, je vais simplement créer un objet parseur, donc c'est en fait cette ligne-là, et puis ensuite je vais ajouter des arguments. Donc si je reviens sur mon éditeur, hop, je vais créer mon objet parseur. Argparse, pardon, .argument parser. Voilà. Vous pouvez remarquer déjà que un des avantages de Visual Studio Code, c'est que en fait il connaît déjà pas mal de documentation de plein d'outils en Python, et du coup il est déjà capable de me proposer des aides pour me permettre d'aller plus vite, de savoir quels sont les arguments qui sont attendus ou pas par telle ou telle fonction, etc. Alors, pour répondre à la question de Fred qui me demande s'il y a des replays, oui, il y a des replays. Alors d'ailleurs, il faudrait que j'ajoute peut-être
un lien là-dessus. Il y a des replays sur la chaîne YouTube de Databulle, donc DATABU2LE. Databulle, c'est ma société, hein, tout simplement. Et donc le replay du premier épisode est déjà en ligne. Et puis évidemment, j'ajouterai les autres au fur et à mesure. C'est bien ça que tu sentais, effectivement. Donc, j'ai créé mon parseur et je vais pouvoir lui ajouter un argument qu'on va appeler name pour le nom. Je vais dire que c'est un type str pour string, donc c'est une chaîne de caractères tout simplement. Et puis je vais également ajouter un argument help. Alors je crois que c'est même pas 30 jours sur Twitch la durée du replay, ni même 14, il me semble que c'est passé à 7. Je pense qu'ils ont beaucoup de replays à gérer, ou alors que je suis pas encore suffisamment important à leurs yeux. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous aurez les replays sur YouTube, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je reviens à mes moutons. Donc l'argument help dans cette fonction, il va nous permettre en fait de personnaliser ce qu'on affiche comme aide justement lorsqu'un utilisateur va nous demander comment fonctionne notre outil. Ici, on va dire que c'est... Alors, j'ai tendance à coder beaucoup en anglais, mais on peut le faire en français aussi. Nom de la personne. Voilà. Et je peux également... je ferai ça après peut-être. Donc là, j'ai mon parseur qui récupère des arguments, mais maintenant il va falloir que je les récupère. Et pour ça, si je reviens sur la documentation qu'on a vue tout à l'heure, on voit qu'on crée un deuxième objet qui en fait récupère le résultat d'une autre fonction qui tout simplement parse les différents arguments qui auront été transmis. Donc je vais simplement copier ça, le coller ici, voilà. Et du coup, peut-être en dessous de mon Hello World, je peux déjà regarder à quoi ressemble ce qu'il y a dans mon objet args. Hop. Et du coup, voilà, si je relance mon exécutable Python, on peut voir que il s'est pas passé grand chose de plus. Tout ce qu'on me dit, c'est que j'ai un objet args dans lequel il n'y a rien en fait, parce que je lui ai rien dit. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que déjà, hop, si je fais la même chose en rajoutant un -h à la fin pour demander de l'aide en fait, puisque h c'est help. Alors, quel est le nom de la chaîne YouTube? Hop, je passe du coq à l'âne. Je vais vous copier le lien directement ici. Voilà. Ah. Alors ça, c'est le problème d'avoir plusieurs ordinateurs en parallèle. Hop. Ne vous inquiétez pas, on gère, tout va bien. Hop. En fait, je ne peux pas faire de copier-coller, je ne sais pas ce qui se passe. Désolé. Bon, ça ne marche pas. En tout cas, voilà, le nom de la chaîne, c'est Databulle. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà le replay de la semaine dernière. Et puis je rajouterai évidemment les... merci Yannick pour le lien. Je rajouterai les replays de semaine en semaine. Et puis effectivement, je vais rajouter les détails au fur et à mesure. Je suis encore un débutant évidemment, mais on s'améliore autant qu'on peut. Revenons à nos moutons du coup. Donc comme je vous ai dit, si je lance mon fichier test avec l'argument -h, en fait il va m'afficher l'aide de ce fichier là, et du coup j'ai l'aide qui est proposée. Apprenons à faire un copier-coller en Python. Bien c'est une bonne idée, je ne sais pas trop le faire, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui peut le faire.
Bref, et donc on peut voir que parmi les arguments possibles de cette fonction-là, donc j'ai le "-h" qui va afficher simplement ce message d'aide, mais j'ai également mon argument "non", qui pour l'instant ne sert à rien, mais qui est bien pris en compte par mon parseur. Et du coup, si je reviens dans mon fichier, bah, je vais pouvoir m'amuser un petit peu et puis ajouter mon nom directement dans mon Hello World. Alors pour ça, on va le faire de deux manières différentes. Je vais commencer par une manière simple, on va dire. Donc là, ce que je viens de faire, en fait, tout simplement, c'est de dire affiche-moi à cet endroit-là dans la chaîne de caractères le contenu de cette variable-là. Mais vous allez voir que ça risque de poser problème parce que bah, si je renvoie... Ah oui, alors il faut que je sauvegarde le fichier, sinon ça ne marche pas. Hop, voilà. Si j'exécute, du coup, on me dit hello none parce que j'ai spécifié aucun nom. Du coup, bah, c'est pas très très utile. Donc on a déjà un premier problème qui est qu'on peut se dire que, bah, par exemple, dans mon argument, je peux éventuellement ajouter une valeur par défaut. Que je pourrais appeler world par exemple, comme ça je suis sûr que... Pourquoi ma console s'est exécutée, je ne sais pas. Je suis sûr que du coup, si je réexécute mon fichier, j'ai bien mon hello world qui apparaît. Donc ça fonctionne comme avant. Je vais retirer le print args qui ne sert plus à rien. Donc ça, c'est une première façon de faire les choses, c'est de spécifier dans mon argument une valeur par défaut qui va me permettre du coup, si jamais l'utilisateur ne propose pas de valeur sur une variable que j'utilise, d'avoir quand même ma valeur par défaut qui est utilisée. On aurait pu également tester la présence ou pas d'une chaîne de caractères dans cette variable-là, et en fonction afficher soit print hello world, soit le nom de notre variable. Les deux sont valables. Il y a plein de manières, évidemment, en développement de résoudre le même problème. C'est surtout souvent une question d'habitude, surtout sur ce genre de petits problèmes. Moi, ce que je vous encourage à faire, en tout cas, c'est à essayer de réfléchir, si vous êtes débutant, à quelles sont les différentes manières que vous pouvez envisager pour résoudre un problème, justement, parce que bah, ça peut vous aider à aller un petit peu plus loin. Donc je vous ai dit qu'on pouvait afficher du coup notre variable de cette manière-là, et du coup, pour vous le prouver, si cette fois-ci je rajoute comme nom Maxime, puisqu'il voulait aller boire, eh bien on peut dire bonjour Maxime. Voilà, et évidemment si j'utilise un autre nom comme Fred par exemple, on va me dire bonjour Fred. Donc ça, c'est une des manières de faire les choses. Pour aller un peu plus loin et être vraiment au goût du jour par rapport aux dernières nouveautés de Python, il y a une manière encore un peu plus élégante de faire ça. En fait, je vais remplacer mon point format par un F au début de ma chaîne de caractères, donc juste avant la première quote. Et puis ensuite, dans mes crochets, je vais pouvoir directement nommer ma variable. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que ça simplifie énormément le fait d'afficher les variables dans des chaînes de caractères, et puis du coup, bah, effectivement, ça répond à la question de Fred. Si je veux afficher plusieurs variables, et ben, je peux sans problème rajouter un nouveau placeholder pour une variable. Donc là, j'en ai pas d'autres, mais je
pourrait très bien avoir une variable name2 avec une deuxième variable. Alors c'est moche comme syntaxe, bah écoute, ça marche, donc c'est déjà bien. Moi je trouve ça beaucoup plus pratique que le point format à la fin des chaînes de caractères, et puis c'est également un peu plus élégant que d'autres langages comme les mauvaises habitudes que je pouvais avoir en PHP par exemple, de faire des plus ou des plus égales et concaténer ainsi mes chaînes de caractères. L'autre avantage de cette syntaxe-là, c'est que ça me permet également de pouvoir agir en fait sur ces variables-là. Donc je peux faire quelques petites opérations basiques directement dans ma chaîne de caractères. Si par exemple je voulais additionner des nombres ou ce genre de choses-là, c'est possible. Et puis je vais également pouvoir gérer le formatage de tout ça. Donc ça aussi c'est très très pratique lorsque je manipule des nombres ou que je veux afficher des nombres surtout. Je vais pouvoir par exemple les arrondir automatiquement ou ce genre de choses-là. Donc c'est assez pratique et ça permet d'aller assez loin. Je vous laisserai évidemment parcourir la documentation si ça vous intéresse, et puis on ira ensemble le faire lorsqu'on aura des cas de ce genre-là à traiter ensemble. Donc voilà, en quelques lignes, on a un petit peu amélioré notre Hello World. Il reste pas très très intéressant, mais que je vais laisser de côté maintenant, puisque je voulais également qu'on parle aujourd'hui de trucs un peu plus opérationnels pour un SEO, qui sont les CSV. Alors, pour rien vous cacher, on a énormément évidemment d'outils qui nous proposent d'exporter des données sous différents formats, et un des formats les plus courants, c'est le CSV. Chaque outil a ses petites particularités, etc. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est un format de fichier qui est très bien géré en Python et qui peut être manipulé de plusieurs manières. D'abord avec les librairies par défaut CSV qui sont intégrées directement à Python. Donc typiquement, si je tape CSV Python, je vais tomber sur la librairie CSV intégrée au langage, qui est évidemment très bien faite et très efficace, et qui va me permettre de lire un fichier CSV de différentes manières, d'écrire des fichiers CSV également, avec toutes les options possibles et imaginables qu'on peut avoir besoin d'utiliser, comme choisir le délimiteur, choisir le fait de rajouter ou non des guillemets au devant ou derrière les différents éléments, etc. Pour rentrer un peu plus dans les détails de cette librairie-là, en fait, il y a deux manières de fonctionner. Il y a un mode très simple qui est le CSV Reader ou Writer, qui est bête et méchant, on va dire. Et puis il y a une manière un petit peu plus évoluée qui s'appelle Dict Reader et Dict Writer, qui en fait permettent de manipuler en entrée des dictionnaires. Donc les dictionnaires, c'est des objets Python qu'on va beaucoup utiliser, qui permettent d'avoir ce genre de choses là. Donc en gros, une sorte de table de correspondance entre des clés et des valeurs, et du coup de pouvoir facilement manipuler ce genre d'informations. Je vais pas rentrer dans les détails de la librairie par défaut CSV de Python, parce que c'est pratique, c'est bien, mais pour des besoins SEO, on a une librairie bien plus efficace et pratique à utiliser, qui s'appelle Pandas. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette librairie-là. C'est vraiment un des grands classiques de Python. Alors je vais désactiver ça parce que j'en ai marre de Google Translate. Voilà, donc c'est vraiment une librairie très très classique et très utile pour tout ce qui va être manipulation de données au sens large. Donc des CSV, des bases de données, enfin peu importe, finalement, on est capable d'ingérer plein de choses. Et puis on va également
pouvoir faire plein d'opérations. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Pour nous, la première étape de ça, c'est qu'il va falloir l'installer. Contrairement à ce qu'on a utilisé tout à l'heure avec ArcParse ou avec CSV notamment, ici on est sur une librairie tierce qui n'est pas intégrée par défaut dans le langage, et du coup on va voir comment on peut installer ce genre de librairie là. Alors Durf nous dit que Pandas s'appelle PD de son petit nom. Alors c'est pas tout à fait exact, mais on verra tout à l'heure ce que tu veux dire par là, Fred. Et non, ce n'est pas grossier, c'est simplement un usage de développeur Python. Alors comment on installe Pandas? Vous allez voir que c'est très très simple. Je sais pas pourquoi quand je clique sur installer Pandas, il m'affiche un truc qui n'a rien à voir avec ça. Ah voilà, j'ai quand même un petit peu d'infos. Bref, ça m'a pas l'air très très pertinent tout ça. En réalité, c'est pas très compliqué. On a dans Python un utilitaire qui s'appelle pip et qui va être très très pratique pour installer tout un tas de librairies. Donc en fait, de la même manière qu'on a parlé la semaine dernière de Homebrew, il y a un répertoire de toutes les librairies publiques qui sont évidemment, qui ont fait le choix d'être inscrites dans ce répertoire, mais il y a énormément de librairies qui sont disponibles et qui sont très très faciles à installer. Par exemple pour Pandas, je vais simplement taper pip install pandas. Voilà. Et du coup, on peut voir qu'il se charge de télécharger Pandas et puis toutes ses dépendances. Donc Pandas se repose lui-même sur d'autres librairies dont il a besoin pour fonctionner, et pip va aller chercher tout ça, les installe. Voilà, en quelques secondes c'est fait. Alors j'ai juste une petite info qui me dit qu'il y a une nouvelle version de pip qui est disponible, et du coup je peux mettre à jour pip pour que la prochaine fois ils me disent pas que pip n'est pas à jour. Alors en réalité il me le dira probablement parce qu'il y a très très souvent des mises à jour de pip, mais comme vous avez pu le voir, c'est très très simple en Python d'installer des librairies tierces, si tant est qu'elles sont présentes dans les dépôts officiels. Et il y en a énormément. Et puis d'ailleurs, si vous avez envie vous-même de diffuser une librairie publique dans les dépôts officiels, vous pourrez consulter la documentation. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Moi-même, j'ai réussi à le faire, donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc là, j'ai installé Pandas et je vais du coup pouvoir m'en servir. On va du coup se créer un nouveau fichier que je vais appeler, avec énormément d'imagination, csv.py. Hop, voilà. Et du coup, je vais pouvoir importer ma librairie Pandas, et en fait l'usage veut que on lui donne un raccourci, donc c'est le fameux PD dont on parlait tout à l'heure. Donc cette syntaxe importe quelque chose as un raccourci, elle est évidemment valable pour n'importe quelle autre librairie, mais pour Pandas vous verrez que 99,9% des gens utilisent ça parce que ça permet tout simplement de n'avoir à taper que 2 lettres au lieu de 6 lorsqu'on se sert de la librairie. Donc c'est plutôt bien pratique. Donc là, je vais du coup avec ce code-là importer la librairie Pandas dans mon fichier. Maintenant, il va falloir savoir ce que je vais en faire. Et pour ça, je vais avoir besoin peut-être d'un fichier CSV. Donc je peux par exemple me générer un faux fichier CSV juste pour l'exemple. Voilà. Bon, on va laisser les options par défaut. Alors ici, je suis sur Mokaru. Pour ceux qui ne connaissent pas Mokaru, en fait, c'est un petit utilitaire en ligne qui permet de générer des fausses données sous plein de formats différents, parce que vous voyez que par défaut, il nous sort du CSV, mais on peut avoir du JSON, du Excel, etc. etc. Donc, pour faire des exemples comme ça et pas forcément rentrer dans des détails très compliqués,
c'est très très facile et très pratique. Hop, il suffit de cliquer sur Download Data. Et voilà, donc j'ai un fichier mock-data qui est en train d'être téléchargé. Et si je l'ouvre, on peut voir que... Ok, très bien. On peut voir que j'ai les différents champs que j'ai configurés qui sont présents avec à chaque fois des fausses données, donc des fausses adresses email, des faux genres également. Alors je vois qu'ils sont assez inventifs, c'est bien, c'est moderne. Et puis également des fausses adresses IP. On pourrait regarder s'il y a peut-être une IP Googlebot. Ah, il n'y en a pas, dommage. Bon, petite blague de SEO évidemment. Voilà, donc je peux voir que là j'ai 1000 enregistrements. Ça va être parfait pour notre petit exemple. Le seul détail, c'est qu'il va falloir que je déplace tout ça dans mon répertoire à moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, on va faire autrement. Oubliez ce que je suis en train de faire. Hop, voilà. Donc là, avec la commande Open sous Mac, on ouvre le répertoire courant. Et du coup, je peux glisser-déposer mon fichier mock-data ici. Et je pourrais du coup l'utiliser dans mon fichier CSV, dans mon fichier Python, pardon. Donc je reviens à mon code. Comment on va pouvoir lire un fichier CSV avec Pandas? C'est très très simple. Je vais utiliser une fonction qui, comme son nom l'indique, sert à lire des fichiers CSV. Alors vous pourrez aller voir. Je vais vous montrer rapidement, mais il y a énormément d'options dans cette fonction-là qui sont listées ici et qui sont évidemment détaillées dans la documentation pour vous expliquer à quoi correspond chaque point. La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de grand-chose en réalité. Très clairement, je pense que les deux arguments dont vous avez vraiment besoin, c'est le premier qui est simplement le nom du fichier que vous voulez ouvrir, donc le nom ou le path vers le fichier, et puis le séparateur éventuellement, sachant que par défaut il utilise le séparateur par défaut de CSV qui est la virgule, mais on a énormément d'outils ou d'utilisateurs qui aiment bien utiliser d'autres séparateurs comme par exemple le point virgule. Si c'est le cas, on peut sans problème le spécifier ici. Donc ici, moi, il suffit que je lui dise que mon fichier s'appelle mockdata.csv. On vérifie quand même que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Hop. Et puis, je vais pouvoir lui dire... Hop, je vais mettre ça dans une variable. Montre-moi les premières lignes de ce fichier-là. Hop. Et du coup, si je commence à exécuter ça, suspense, est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air très très lent. Ah, on a une erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette erreur? On me dit que y a une erreur parce que le module Pandas n'a pas d'attribut readCSV. Alors je suis pas particulièrement content, Yannick, d'avoir des erreurs quand je code, mais par contre dans le but ici d'avoir un live didactique, j'ai envie de dire, et surtout qui vous montre que la vie de développeur c'est pas que des succès et des réussites, je trouve ça intéressant d'avoir des erreurs et de regarder comment on peut les résoudre. Donc ici, je comprends pas trop pourquoi il me dit que mon module Pandas n'a pas d'attribut readCSV. Et du coup, quand je ne comprends pas l'erreur, le plus simple, c'est tout simplement d'aller dans Google et de taper l'erreur en question.
Voilà, et ce qu'on peut voir, c'est que comme dans 99,9% des cas, on va tomber sur Stack Overflow avec quelqu'un qui a déjà eu le même problème. Voilà, donc effectivement, on a quelqu'un qui nous dit j'ai fait la même chose que ce qu'on vient de faire et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Alors là, j'ai fait effectivement une erreur de débutant, c'est que j'ai appelé mon fichier csv.py et csv.py, ça doit être une chaîne de caractères qui est réservée parce qu'il y a déjà une librairie CSV dans Python par défaut. Et du coup, effectivement, ça pose problème. Eh bien, pas de problème. On va renommer csv.py en csv-test.py. Hop. Il va falloir que je ferme ce fichier et que je le réouvre. Parfait. Est-ce que ça marche maintenant? Ah oui. Voilà. Si j'ouvre pas le bon fichier, ça ne marche pas. Ah, alors ça a l'air d'avoir fonctionné. Par contre, il ne s'est rien passé pour nous parce que en fait, on n'a pas déclenché d'affichage. En fait, si je regarde mon fichier ici, je lui dis bien de faire des choses. Je lui dis d'afficher avec cette fonction head les premières lignes du fichier, mais c'est probablement un peu mieux si je rajoute autour un petit print pour qu'on force l'affichage. Et voilà. Et du coup, là, vous pouvez voir qu'on a bien ouvert mon fichier CSV, qu'il est déjà bien parsé avec chaque colonne qui est présente. Le petit problème qu'on a, c'est qu'il ne m'affiche pas l'intégralité des colonnes parce que mon écran n'est pas assez large et du coup il n'a pas la place, mais en tout cas ça a l'air de bien fonctionner. Et puis du coup avec ces quelques lignes comme ça, je peux me rendre compte très rapidement si j'ai par exemple bien utilisé le bon séparateur, parce que si j'avais spécifié un mauvais séparateur, j'aurais probablement qu'une seule colonne dans mon fichier. Bon, alors tout ça c'est bien beau, mais pourquoi je vous recommande d'utiliser Pandas pour traiter des fichiers CSV? C'est pas simplement pour les ouvrir et les afficher, c'est aussi parce que on va très rapidement pouvoir faire des choses un peu plus évoluées. Par exemple, on va pouvoir, alors j'ai oublié le nom de la colonne s'appelle gender. Hop, on va pouvoir, par exemple, avec cette ligne-là, hop, afficher le nombre de personnes dans la liste qui correspondent à chacun des différents genres qui sont spécifiés dans le fichier. Donc ça, c'est très pratique. Ça ressemble, pour ceux qui ont regardé un petit peu, à ce qu'on pourrait faire en SQL notamment. Et ça permet très 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 rapidement de faire ce genre de choses-là. Ici, bon, j'ai des fausses données avec des valeurs qui n'ont pas grand intérêt. Mais évidemment, je pense que vous voyez déjà beaucoup de choses qui pourraient arriver et qui pourraient nous être très utiles. Donc il suffit pour avoir ce genre de regroupement par colonne d'utiliser la fonction group by. Là encore, je vous recommande d'aller voir dans la documentation toutes les options qui sont proposées sur cette fonction là. On peut notamment faire des group by par plein d'autres choses et par plusieurs colonnes. Typiquement, peut-être qu'un des trucs qui pourrait être intéressant, ça pourrait être de regarder si on a comment s'appelle IP adresse. Si on a plusieurs utilisateurs qui utilisent la même IP, hop. Alors là, je vois que j'ai plein d'IP et à chaque fois j'ai un. Alors c'est pas très pratique. Je vais pouvoir peut-être les trier.
Et a priori, j'en ai que un partout, donc ça veut dire que j'ai pas plus d'un utilisateur sur la même IP. Qu'est-ce que j'ai fait ici en fait pour synthétiser? Donc j'ai utilisé mon data frame, donc mon objet pandas qui contient du coup les données de mon fichier CSV. Je lui ai dit regroupe les infos sur la colonne adresse IP. Ensuite, j'ai compté le nombre d'éléments. Alors, en fait, si je compte simplement le nombre d'éléments sans rajouter un nom de colonne ici, il va me compter chaque colonne indépendamment et du coup, je vais avoir un truc qui n'est pas très utile pour nous. Donc, ce que je vous recommande quand vous voulez simplement compter les éléments lors d'un groupe by, c'est de spécifier une colonne et puis comme ça, vous avez quelque chose de rapidement utilisable. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec une deuxième fonction qui, comme son nom l'indique, trie les valeurs obtenues en spécifiant que je veux un ordre descendant parce que par défaut il me fait un ordre croissant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué et en quelques enchaînements de fonctions, j'arrive déjà à faire des trucs un peu sympas. Je suis sur un exemple de données où c'est pas très pertinent. Mais peut-être que si je regarde par exemple s'il y a des gens qui ont le même prénom, on va avoir autre chose. Typiquement, voilà, on voit qu'on a 3 Hachim, 3 Karlik, 2 Orly, 2 Lacey, 2 Bertie, etc. Et on a qu'une seule Euphemia par exemple. Euphemia qui est pourtant un prénom sympa, n'est-ce pas Fred? Voilà, je ne connais personne qui s'appelle comme ça, mais évidemment ce sont de fausses données. C'est un euphémisme, exactement. Voilà pour ça. Donc, Pandas, ça permet donc de traiter des données de cette manière-là, de générer pas mal de choses. On verra, enfin c'est une librairie vraiment dont on va se servir très souvent. On verra qu'on peut fusionner des données qui proviennent de différentes sources par exemple. On va pouvoir manipuler des données, peut-être en supprimer ou en ajouter. Typiquement, si je reprends ma liste des genres tout à l'heure, donc je vois que j'ai des personnes sans genre, des personnes bi, des females, des males, etc. Si par exemple je voulais me concentrer uniquement sur les femmes dans ma liste, je pourrais également essayer de filtrer ma liste en lui disant affiche-moi uniquement les lignes pour lesquelles le genre est égal à female. Et on va peut-être les compter comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Et il m'affiche bien que j'ai 458 femmes, ce qui correspond bien à ce que je trouvais tout à l'heure. Oui, exactement. Donc voilà, alors polygender, c'est ceux qui sont du genre polypocket. Je n'en ai aucune idée, Yannick, mais on y viendra. Alors, on a Simon qui vient d'arriver, j'ai l'impression, et qui nous dit que je suis un sauvage parce que je n'ai pas la décence de faire du pandas dans un notebook. Alors, pour ne rien te cacher, Simon, on n'est qu'au 2e épisode et on part vraiment de zéro. Je pense que les notebooks, c'est ce qu'on verra typiquement la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez que c'est très pratique. Ça va nous permettre d'éviter de passer trop souvent de notre exécuteur, donc de notre terminal à notre éditeur, donc VS Code. Et du coup de pouvoir manipuler le code de manière beaucoup plus facile. Je fais déjà sur un MacBook, c'est pas mal. Alors c'est même overkill, hein, parce que là j'ai un MacBook il y a je crois bientôt 8 ans. Je pense qu'il est beaucoup trop puissant pour faire ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Je crois que je l'avais dit la semaine dernière, au départ j'envisageais d'utiliser un Raspberry Pi
Et puis finalement, je me suis dit qu'avoir un écran, c'était pratique quand même. Mais on s'amusera peut-être dans quelques temps avec un Raspberry à faire peut-être des choses un peu hors du scope SEO. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres idées de petits tests qu'on pourrait faire sur la data pendant qu'on y est. Je vois les commentaires de Simon en parallèle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Yakamo et Simon Gardette, qui est un vieux de la vieille de la sphère SEO, même s'il ne fait plus vraiment ça. Je pense qu'il fera peut-être partie, je lui en ai pas encore parlé, mais j'en parle du coup en live. Il fera peut-être partie des quelques personnes que j'inviterai à venir nous dire quelques mots, puisque Simon est un développeur chevronné qui utilise pas mal Python et qui aura certainement pas mal de conseils à nous donner. Donc voilà, Simon, si jamais tu es volontaire et disponible pour venir faire un petit coucou, on pourra discuter de ça en privé et trouver une date pour ça. Il est vieux, mais il a des beaux cheveux, exactement. C'est toujours un plaisir que de caresser sa crinière chevelue et fournie, contrairement à la mienne. Je vois que l'heure avance, alors je sais pas si on a le temps d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Et du coup, pour conclure, j'avais justement un dernier petit sujet à montrer qui va être bien utile. Pour ceux qui ont observé un petit peu mes onglets tout à l'heure, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Alors je vais fermer tout ça parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Mais une des bonnes habitudes à prendre pour un bon développeur, c'est d'utiliser un gestionnaire de version. Typiquement, on va parler de Git, même s'il en utilise d'autres, s'il en existe d'autres, pardon. Git, qui est le grand classique des gestionnaires de version, qui en fait va nous permettre de sauvegarder notre code et de sauvegarder différents états de notre code, c'est-à-dire que au fur et à mesure des jours, voire même des heures et des étapes que je franchis dans ce que je suis en train de développer, je vais pouvoir créer des versions finalement de mon code et puis revenir en arrière si jamais j'ai des problèmes, etc., faire des branches et compagnie. On va pas rentrer dans beaucoup de détails aujourd'hui. Juste vous préciser que il y a grosso modo deux grands fournisseurs de services pour utiliser Git sur le web, qui sont GitHub et GitLab, donc github.com et gitlab.com. Vous connaissez déjà certainement l'un ou l'autre. Les deux sont très très équivalents et les deux ont des avantages et des inconvénients, mais qui à une échelle de humble développeur SEO n'ont pas grande importance. Moi j'utilise principalement GitLab parce que historiquement il proposait des dépôts privés gratuitement, ce que GitHub à l'époque ne faisait pas. Je crois que ça a évolué depuis, mais peu importe. Et du coup, c'est quand même pratique que d'avoir des dépôts privés pour éviter que la terre entière sache sur quoi on bosse. Moi, je stocke énormément de choses dessus, du coup. Et puis, si vous allez, du coup, hop, sur la page GitLab de Databull, vous verrez qu'il y a quelques dépôts qui sont publics, qui sont parfois assez ancien, puisqu'on en a un qui n'a pas été mis à jour depuis 4 ans par exemple, qui est une petite librairie pour utiliser Your Text Guru, mais vu qu'il n'est pas à jour, je pense qu'il manque beaucoup de fonctionnalités. Voilà, en tout cas pas mal de codes ici que vous pouvez utiliser librement et qui sont totalement open source. Le principe il est assez simple, en fait on va créer comme ça ce qu'on appelle un dépôt du coup, et puis dans chaque dépôt on va intégrer le code d'un projet. Alors pour rien vous cacher, moi j'ai créé un groupe spécial pour du coup notre live stream qui s'appelle du coup Python for SEO live stream, et on peut voir que pour l'instant il est totalement vide. Du coup je vais pouvoir créer en live un projet.
Alors je vais passer évidemment sur les phases de création d'un compte GitHub, etc. Ça, je pense que vous êtes tout à fait capable de créer un compte sur GitHub ou sur GitLab selon votre choix, voire même les deux. Donc je vous laisserai faire. Donc ici on est sur GitLab, je mettrai probablement en place, là aussi sans rentrer dans les détails, un système de réplication sur GitHub également pour que si vous vous trompez de site, vous trouviez quand même le code. Mais peu importe. Et on va créer un projet. Donc on nous propose plusieurs templates de projet sans forcément là encore détailler l'intégralité des choses. Bon, on n'a pas forcément besoin d'utiliser les 3 options avancées, on va dire. Nous, on a simplement besoin de pousser notre code dans un fichier. Donc, on va devoir trouver un nom à notre projet. Je ne sais pas comment l'appeler, mais on va l'appeler peut-être épisode. Voilà, ça marche mieux. Allez, on va l'appeler épisode 2 puisqu'on est au 2e épisode aujourd'hui. Je trouverai peut-être un nom plus adéquat par la suite et puis on pourra le renommer. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai... Ah, tu veux que je l'appelle Stéron, d'accord. Et ben, je vais l'appeler Stéron pour te faire plaisir. Je n'ai aucune idée du jeu de mots là, mais progestérone. Ok, je l'ai pas, mais tu m'expliqueras. Comme vous pouvez le voir, je peux choisir d'avoir un dépôt qui est privé ou public. Ici, le but c'est que ce soit public pour que vous puissiez revenir sur le code par la suite, évidemment. Et puis je vais éviter d'initialiser le répertoire avec un readme parce que sinon ça va être un petit peu embêtant. Voilà. Il me suffit de créer le projet. Hop, voilà. Et donc là, j'ai un nouveau dépôt qui est disponible sur lequel je vais pouvoir intégrer mes infos. Ah d'accord, avec les explications c'est beaucoup plus clair évidemment. On va dire qu'il a accouché du projet, exactement. Donc on m'explique qu'il faut que je configure mon nom, mon utilisateur, etc. Donc ça c'est une bonne pratique effectivement parce que sinon on ne sait pas qui pousse les infos. Donc ça je vais le faire et je pense qu'on va se... Ah non, ça a l'air de marcher. Hop. Hop, voilà. Donc ça, ces 2 premières lignes-là, en fait, qui indiquent du coup votre nom d'utilisateur et puis votre email. C'est évidemment à faire une seule fois. Et là, vu que je suis sur un nouvel ordinateur sur lequel j'ai encore pas utilisé Git, il est évident que je vais devoir le faire parce que sinon, ça ne marchera pas. Et maintenant, je vais pouvoir choisir de pousser un répertoire existant puisque j'ai déjà quand même mes 2 fichiers Python qui existent, donc je vais plutôt exécuter ce qu'il y a ici et pour ça alors je vais simplement faire un copier-coller des lignes les unes après les autres. Ici typiquement on me dit tout simplement de initialiser un dépôt Git local sur ma machine avec une branche principale qu'on appelle main. Alors je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi on appelle ça main. Vous verrez que il y a des historiques qui utilisent master, mais bon, il y a de sombres histoires de woke, peu importe. On va utiliser main. Avec cette 2e ligne, je vais simplement spécifier l'adresse sur GitLab de mon nouveau projet. Donc, on peut voir que c'est dans le groupe Databull, le sous-groupe Livestream et le progestérone. Voilà. Hop, pas de problème. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais retourner ici. En fait, Git, par défaut,
on a besoin de lui spécifier les fichiers qu'il doit traquer en fait. En gros, on va ajouter manuellement à notre répertoire Git, avec la commande git add, les fichiers qu'on souhaite suivre. Si typiquement je souhaitais importer dans mon répertoire distance sur gitlab.com le fichier test, enfin CSV test et pas test, ben, il suffirait que je lui dise simplement d'ajouter ce fichier là et pas l'autre. Je vais ensuite faire ce qu'on appelle un commit avec un petit message. Premier commit. Hop. Et donc là, j'ai préparé en local le premier commit de mon répertoire. Par contre, si je retourne sur GitLab, on peut voir que même si j'actualise, il n'y a rien de présent pour l'instant dans mon répertoire. En fait, il faut que j'envoie ces données-là au serveur distant, donc à GitLab. Et a priori, si je fais ça, ça va marcher. Donc là, en fait, ce que j'ai fait tout simplement, c'est lui dire pousse ces données que je t'ai demandé de traquer dans la branche, enfin le répertoire que j'ai appelé Origin tout à l'heure, et dans la branche Main. On verra peut-être par la suite des projets avec peut-être plusieurs répertoires distants, ça peut arriver, mais surtout plusieurs branches. On n'est pas là pour rentrer dans les détails des bonnes pratiques d'utilisation de Git. Là, l'idée, c'est surtout de pouvoir sauvegarder notre code et puis le mettre à disposition des copains sur GitLab. Du coup, là, je vais pousser mon code à distance. Et si je reviens sur cette page et que j'actualise le projet Steron, on peut voir que mon fichier CSV test est bien disponible. Et du coup, je peux afficher le code source. Et j'ai bien ce qu'on a développé ensemble qui est présent en ligne. Donc c'est vraiment une bonne pratique que je vous recommande lorsque vous arrêtez une session de travail, de ajouter vos modifications à votre dépôt Git et de bien penser à les pousser parce que comme ça c'est sauvegardé à distance. Vous pouvez revenir en arrière si jamais vous vous rendez compte que vous avez cassé des choses, etc. C'est vraiment très très utile pour vous montrer typiquement si cette fois-ci j'ajoute mon fichier test en disant que j'ajoute ce fichier là. Hop, je vais repousser. Voilà. Et si je reviens sur le projet Steron, j'ai bien le deuxième fichier qui est arrivé. On peut voir que du coup j'ai des dates de mise à jour des fichiers qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis en fait je vais pouvoir également regarder la liste des commits. Et on verra peut-être ça par la suite, mais je vais pouvoir me dire si je veux revenir au premier commit, récupérer ici le hash de ce commit là et avec une commande spéciale revenir en arrière. Bref, pas trop la peine pour l'instant de se prendre la tête là-dessus. Vraiment la bonne pratique et la recommandation, c'est pensez bien lorsque vous arrêtez de travailler sur un projet à sauvegarder votre travail. Pour l'anecdote, il m'est arrivé il y a quelques années de me faire voler mon ordinateur à la fin d'une conférence SEO. J'étais très content d'avoir des répertoires disponibles sur Git notamment, et puis d'autres sources de sauvegarde, pour pouvoir très rapidement, les quelques jours suivants, réinstaller tout ce qu'il me fallait sur l'ordinateur de remplacement, histoire de perdre le moins de temps possible et de pouvoir rapidement me remettre au travail. Et évidemment, si je ne fais pas ces sauvegardes-là régulièrement, voire en continu, je risque d'avoir perdu quelques jours de travail en cas de crash, en cas de vol de l'ordinateur ou ce genre de choses-là. Donc pensez bien à faire des backups, et Git est un très bon moyen de faire des backups, d'autant plus que ça permet également de travailler à plusieurs sur la même base de code, de partager du code avec les copains, etc. etc.
Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il est déjà 18h passé. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouvera du coup lundi prochain à 17h pour un troisième épisode. Alors je sais pas exactement encore de quoi on va parler, mais on parlera certainement de Notebook parce que vous verrez que ce sera très très utile dans cette phase exploratoire sur laquelle on est pour l'instant. Et puis pour ceux qui sont présents du coup la semaine prochaine au SEO Campus Versailles, n'hésitez pas à venir dire bonjour et à discuter un peu, ce sera un grand plaisir. Et puis sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Oui, Fred, 17h lundi, je ferai toutes les annonces qui vont bien évidemment pour tout ça. Merci à tous, bonne soirée, n'hésitez pas d'ici là si vous avez des remarques, des commentaires, des propositions de sujets, etc. à me notifier sur Twitter par exemple. Pour rappel, je partagerai les replays sur YouTube. Et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine. Salut!